messieurs, vous allez maintenant embarquer sur la Jeanne d'Arc. Bizerte, Fort-de-France, Papeete, Cambrai, Djibouti, Beyrouth, partout des bases navales françaises jalonneront votre route autour du monde. Partout vous y trouverez la France, fière de son œuvre, forte de son rayonnement, sûre de sa puissance. De tout cela, c'est vous qui demain serez les gardiens. Vous en serez dignes, et l'on pourra dire comme aujourd'hui avec fierté, France, regarde ta marine. Les plus grandes usines métallurgiques concourent à procurer à notre pays une marine puissante. Laminage, étirage, fonte, etc. C'est ici que morceau par morceau, pièce par pièce, se préparent nos futurs bateaux et leur armement. Nous voici maintenant au chantier naval, où se réalise, dirons-nous, le montage des navires. Celui-ci terminé, s'effectue leur lancement. La guerre de 1914-1918 a confirmé ce que nous apprend toute l'histoire navale. Depuis les guerres puniques, la guerre de 100 ans jusqu'aux guerres de la Révolution et de l'Empire, la mer domine la vie des peuples. La France a bien compris cette leçon et elle a, par un magnifique effort, rénové sa flotte. Depuis 15 ans, à Dunkerque, à Brest, à Saint-Nazaire, à Nantes, à Toulon, les lancements ont succédé aux lancements. Aujourd'hui, notre flotte de guerre est la plus homogène du monde. Nos escadres légères sont les plus rapides et les plus modernes. Quant aux équipages, leur entraînement a été poussé par une navigation incessante au plus haut degré. C'est en rade de Brest, à bord d'anciens navires de la flotte de guerre, est installée l'école des mousses. Une solide instruction physique, jointe à une haute éducation morale, fera vite de ces enfants des hommes de trempe, des marins. Les voici à l'exercice. Pyjama des marins. Le hamac, appelé bois de lit. Et ils s'endorment, rêvant de marcher bien vite sur les traces de leurs glorieux aînés. Voici les avisos coloniaux type rigot de genouillis.
Déplaçant 2000 tonnes, armés de canons de 138 à tir rapide, ces navires sont conçus spécialement pour des missions bien déterminées dans les latitudes extrêmes. Ils disposent d'un grand rayon d'action qui leur permet de longues croisières sans ravitaillement. Grâce à leur faible tirant d'eau, ils peuvent remonter les fleuves, assurant ainsi la surveillance de nos possessions et la protection de nos nationaux en tout lieu. Très élégants de ligne, ils vont maintenir dans les endroits les plus éloignés le prestige de notre pavillon. Certains bateaux, croiseurs ou avisos, sont aménagés en mouilleurs de mines et peuvent transporter un très grand nombre de ces engins. Voici la manœuvre de mouillage. Pour nettoyer des mines mouillées par l'ennemi, les routes maritimes, les abords des ports, etc., notre flotte dispose de dragueurs. Ces bateaux de faible tonnage procèdent au dragage par le moyen d'un dispositif qui est un véritable chalut de surface. Cet engin comporte deux flotteurs, les cochonnets, reliés au navire par des câbles. Les brins de la drague, maintenus écartés par des panneaux suspendus au cochonnet, portent des cisailles qui couperont les orins des mines. Celles-ci n'étant plus maintenues sous l'eau, remonteront à la surface où elles seront alors détruites. La France possède une très nombreuse flotte sous-marine, plus de 90 unités. D'abord, les sous-marins de première classe, 1500 tonnes, un canon de 100, 11 tubes lance-torpilles. Puis ceux de deuxième classe, destinés surtout à la défense des côtes, environ 700 tonnes, un canon de 75 et 7 tubes lance-torpilles. Et voici le Surcouf, le plus grand sous-marin du monde. Déplaçant près de 3000 tonnes, c'est un véritable croiseur. Il est armé de 2 canons de 203 en tourelle, de 10 tubes lance-torpilles et transporte un hydravion dans un hangar étanche. Le sous-marin navigue en surface autant qu'il le peut. Ses moteurs à pétrole lui assurent alors une vitesse qui lui permet d'atteindre les navires marchands. Mais la qualité essentielle du sous-marin est sa faculté d'immersion qui lui permet soit de se cacher pour l'attaque, soit de se soustraire aux dangers qu'il menace. Ses moteurs diesel sont alors arrêtés et les moteurs électriques mis en marche. Les manœuvres de plongée, toujours délicates, s'effectuent avec une minutie qui exige des équipages en entraînement constant. Le sous-marin s'enfonce. Grâce au périscope qui est alors monté, le sous-marin a encore pour se diriger un œil sur la mer. Dès qu'il le pourra, et par les manœuvres inverses, il remontera à la surface. Et voici une plongée de combat. Des navires apparaissent au loin. Tant qu'il le peut, le sous-marin utilisera le canon. Mais un ennemi armé approche. Le sous-marin va chercher son salut dans la plongée, qui continuera à faire de lui un adversaire redoutable.
l'équipage est au poste de manœuvre, puis de combat. Le commandant recherche l'ennemi au périscope. On achève le chargement des tubes lance-torpilles. Et c'est le lancement sur le but des terribles fuseaux d'acier. Ces torpilles font l'objet de soins minutieux dans les arsenaux. Elles sont classées au nom de chaque sous-marin. Leurs moteurs, leurs rouages divers sont constamment vérifiés. Seul leur manque ici les détonateurs qui seront mis en place au dernier moment. Au fur et à mesure des nécessités, elles seront embarquées à bord des navires. La vedette lance-torpille utilise également, comme son nom l'indique, ses engins. Cette vedette d'un très petit tonnage et à laquelle des moteurs de 2000 chevaux permettent une vitesse de 100 km à l'heure est difficilement vulnérable. Par contre, elle ne peut agir que par beau temps et à faible distance de sa base de départ. Les avions lui communiquent par TSF la position de l'ennemi. Ces torpilles lâchées, elles cherchent dans une fuite rapide son salut. Les torpilleurs sont les éclaireurs de la mer. Ils sont de deux catégories. Ceux dits d'escadre de 1400 tonnes, type adroit. Ils sont armés de 4 canons de 130 et de 6 tubes lance-torpilles. Leur vitesse atteint 35 nœuds. Puis les torpilleurs légers, type bombarde, de 600 tonnes. C'est à la première catégorie qu'appartient le glorieux Sirocco, grand destructeur de sous-marins. Le rôle du torpilleur est surtout d'éclairer les formations de grands bâtiments ou d'escorter les convois marchands. Très rarement, ces bâtiments légers attaqueront en plein jour croiseurs ou cuirassés. La nuit, au contraire, profitant de leur vitesse et de leur maniabilité, ils tâcheront de lancer sur l'ennemi une torpille fatale. Un virage déréglera le tir de l'ennemi. Et voici la mise en batterie des tubes lance-torpilles. Pour assurer leur protection et celle des navires qu'ils escortent, les torpilleurs émettent des rideaux de fumée noire ou blanche. Et bientôt s'élève sur la mer comme une immense muraille de neige ou de basalte.
le même exercice réalisé par des contre-torpilleurs. Nous abordons avec ces navires la série la plus remarquable de nos bâtiments légers. Voici les Mogador, 2800 tonnes, 8 canons de 138, 10 tubes lance-torpilles. Les Fantasques, 2600 tonnes, 5 canons de 138, 9 tubes. Les Aigles, 5 canons de 138 et 6 tubes. En tout, 32 navires modernes, rapides, véritables petits croiseurs, sans équivalent dans aucune marine du monde. Le contre-torpilleur, qui a les mêmes tâches que le torpilleur, a en plus celle de pourchasser et de détruire celui-ci. Il doit donc avant tout le surclasser en vitesse. Et c'est pour la vitesse qu'il est construit. C'est le lévrier des mers. Fort de leurs 80 000 chevaux, certains de ces bâtiments, le Mogador, le Terrible, ont atteint plus de 45 nœuds, soit la vitesse fantastique de plus de 80 km à l'heure. En voici un à pareille allure. Sur tous les bâtiments de notre flotte de guerre, l'entraînement de nos équipages a été poussé au plus haut degré par des croisières et des écoles à feu incessantes. Mécaniciens et canonniers pouvaient éprouver le matériel hors de pair qui leur était confié. Ainsi que nous l'avons exposé, un des rôles principaux de ces bâtiments légers est, en temps de guerre, l'escorte des convois marchands. Les navires de commerce sont alors groupés en file et, tels des chiens de berger autour du troupeau, les escorteurs, dont la vitesse est de beaucoup supérieure à celle de leurs protégés, décrivent autour de ceux-ci une ronde incessante qui écarte d'eux le danger. L'on ne fera jamais assez ressortir la sécurité quasi totale qui est ainsi assurée aux navires marchands. Citons 2 chiffres. Dans les 9 premiers mois de 1918, 4 600 000 hommes ont été embarqués ou débarqués des ports français. 800 000 Américains débarqués en Angleterre. Pas un seul bateau ne fut torpillé. Depuis le début de la guerre présente, par 1000 bateaux marchands escortés, il y en eut seulement 3 de sinistrés. La nuit peut venir. La ronde et la garde continuent. Pour préparer et éclairer l'action des cuirassés, qui eux forment la base de la puissance offensive d'une flotte, il faut des croiseurs. La France en possède plus de 20, d'un tonnage global dépassant 160 000 tonnes. Ce sont d'abord les 7 croiseurs type Washington, déplaçant 10 000 tonnes. Leur vitesse atteint jusqu'à 34 nœuds.
Ils sont armés de 8 pièces de 203 à tir rapide, de 6 tubes lance-torpilles et d'avions catapultés. C'est à ce type qu'appartient l'Algérie, dernier né de la série. Sa vitesse a été un peu réduite au profit d'une protection et d'un compartimentage intérieur renforcé. La série des Primo-Guet comprend 3 navires de 8000 tonnes, très rapides mais peu protégés. Ces dernières années ont été lancés les 6 croiseurs type Marseillaise de 7600 tonnes, armés de 9 canons de 152 en tourelle triple. Ce sont de remarquables instruments de combat. Ils ont 2 avions catapultables à bord. Voici l'Émile Bertin, qui s'apparente au précédent, mais dont les lignes pures et harmonieuses méritent parmi les bateaux de guerre un trophée d'élégance. La marine a comme première mission d'assurer l'inviolabilité de nos côtes et de sauvegarder la liberté des communications entre la France et ses possessions qui s'étendent sur 40 000 km de routes maritimes. Mais elle en remplit une autre. Des citoyens français sont-ils en danger quelque part dans le monde? La paix française est-elle compromise par des pirates ou des brigands dans quelques colonies lointaines? Les intérêts français sont-ils menacés? Simplement, avec leur tranquille héroïsme, nos petits gars de Bretagne, de Provence ou d'ailleurs débarquent. Par leur seule présence, ou par la force s'il le faut, ils rétabliront vite l'ordre. Grâce à eux, flotte dans les 5 parties du monde et plus respecté que jamais, le pavillon français.